Donc ce soir, je vais vous parler un peu de RomRB. Avant de commencer, j'aimerais savoir, est-ce que, il y a des gens qui connaissent déjà un peu RomRB ou pas? Levez la main. Ah, quand même, petit 20% de la salle quand même. Comment? Non, qui connaît? Ah bah, qui a utilisé du coup? Un peu moins. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir besoin dans un projet d'utiliser plusieurs bases de données en même temps? Hop. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir plusieurs bases de données de types différents? Par exemple, un Postgres avec un MongoDB? Un peu moins? Et est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir du business logic, qui est complètement, rempli de storage logic? Ça, normalement, un peu tout le monde. Qui je suis du coup pour vous parler de Rome ce soir? Alexandre Lérand, ça fait déjà plusieurs années que je viens à Paris RB pour speaker. Vous pouvez me retrouver, sur Twitter, Mastodon et GitHub principalement. Et je travaille pour Memory, donc c'est une entreprise, qui fait du retail, intelligence avec, du coup des clients comme Intermarché, Carrefour, ou autres. Et côté, code de back-end, on fait, du Ruby, du Rust et du Python. Et côté Ruby, on utilise beaucoup les gemmes, RomRB et DryRB. C'est pour ça que je viens de vous parler de RomRB. Et pourquoi est-ce qu'on utilise ces outils? C'est pour, faire, de l'architecture hexagonale, respecter les principes DDD et essayer d'être le plus possible, proche des concepts solides en orienté objet. Et Memory a été racheté, récemment par, Vision Group, qui est SES Imagotag. Qu'est-ce que RomRB? RomRB, donc, je l'ai dit vite fait, c'est un ORM, qui va remplacer, Active Record. Je pense qu'ici tout le monde connaît un peu Active Record? Ouais? Hem, En gros, la grosse différence entre RomRB et Active Record, ça va être qu'en Active Record, on va avoir des modèles qui vont faire du query, qui vont faire de la logique métier, qui vont faire, du stockage. Là, RomRB va splitter en fait, tout ça en plusieurs petites classes. On va avoir des repositories, des relations, des mappeurs, et plein d'autres types de classes. On va pas tous les voir ce soir, mais déjà, les plus importants. Un petit exemple, avant de commencer, je suis un utilisateur et je vais lancer un processus de paiement. Donc je vais arriver sur un contrôleur, de paiement. Ce contrôleur va envoyer toutes les informations à un use case qui va permettre, de faire un paiement, sur Stripe. J'arrive sur, le repository et le repository est le seul, qui sait qu'on est sur Stripe. Donc le repository va faire l'appel à Postgres et à Stripe. Le reste de l'application ne le sait pas, ce qui veut dire que demain je change, de, prestataire de paiement. En théorie, c'est complètement, transparent pour le reste de l'application. Donc c'est l'idée et c'est, la même chose pour Postgres. Si jamais je quitte Postgres pour un autre système de stockage, et ben ça devrait être totalement transparent parce que, l'implémentation ne fuite pas dans l'application. Du coup, multi-data source manager. Donc on a bien le contrôleur, on a de la business logic qu'on a développé et on a notre repository. Et ce repository donc va taper sur des adapteurs. Ces adapteurs, on peut en fait en développer autant qu'on veut, et la plupart sont déjà développés. On peut les utiliser, comme on veut et l'intérêt c'est qu'on puisse switcher, à la volée, tous nos, appels. C'est-à-dire que demain, je fais une application avec plusieurs, bases de données, sur, le même schéma, mais pour plusieurs clients. Je pourrais avoir un drag and drop et dire: «Je veux, aller sur la DB numéro 2 et faire du traitement sur plusieurs DB». Là, j'ai un peu répété ce que j'ai dit tout à l'heure. Si jamais je change, de clé valeur, Redis pour Memcache, c'est complètement transparent. Et voilà un peu, ce qui est disponible, donc ce qu'on n'a pas besoin de recoder par nous-mêmes, sur Git. Donc on a de l'HTTP, du CouchDB, du Cassandra, et cetera, et cetera. Donc c'est quand même plutôt intéressant de savoir qu'on a une tranquillité d'esprit de changer. Le problème d'Active Record, c'est que c'est SQL. On a la chance d'avoir MongoDB qui est assez proche, syntaxiquement et qu'on peut plus ou moins switcher, mentalement, mais ça reste, de la logique, orientée SQL. Alors, comment est-ce qu'on setup un projet avec RomRB? Dans un premier temps, on va créer un container RomRB.
Pour ça, on va dire les adapteurs qu'on veut utiliser. Donc ici, dans cet exemple, j'ai 3 adapteurs. J'ai un adapteur SQL qui va taper sur ma DB ROM-RB par IRB, un adapteur HTTP qui va taper sur l'API GitHub et un adapteur YAML qui va taper sur un fichier de config, un dossier, pardon. En dessous, je configure mes relations. Donc mes relations, c'est ce qui va être le plus proche d'Active Record Relation pour faire les queries. Ça va être ma recherche pour aller taper dans la base de données, mais aussi du coup pour taper sur l'API GitHub. Petit détail, ici j'ai défini à la main les relations, mais c'est tout à fait possible de les garder configurées automatiquement. Pour ce petit projet, j'ai fait une base de données avec 3 tables, des users, des tags et des user tags entre les deux, histoire de les lier. Les users ont un GitHub name pour pouvoir aller récupérer les informations depuis GitHub. Et ils ont un language UID qui va être un UID dans un fichier de conf pour aller chercher dans un fichier YAML le langage de programmation de l'utilisateur. Donc voilà à quoi ressemble ma relation user. C'est un schéma, premièrement, avec du coup le nom de la table, users, et les attributs qui sont présents sur cette table. Infer-false, c'est-à-dire que je ne vais pas aller demander à la base de données quel est le schéma de base de données. Je pourrais faire infer-true et ne plus avoir besoin de définir mes attributs, mais j'ai quand même besoin de définir mes associations, parce que les associations peuvent être cross relation type, et donc avoir des relations entre du SQL et du HTTP par exemple. Même chose pour les tags, j'ai mon tag ID, mon tag name et ma primary key qui est définie, ainsi que les associations. Et pour le user tag, simplement mes attributs setup et mes relations user et tag. Petit résumé, on a le user tag, nos tags, et les 3 relations qui sont liées. À côté de ça, j'ai une autre relation user dans ma partie ROM qui va être sur GitHub. Donc là, c'est un appel de l'API GitHub. Qu'est-ce qu'elle nous renvoie? Donc on voit tous les champs qu'on peut récupérer. Et dans le schéma, on a les attributs que j'ai envie moi de récupérer en mémoire et de garder ça persistant pour l'utiliser avec d'autres relations et travailler après dessus pour faire des traitements par la suite. J'ai une association as-many sur des repositories Git. Et justement, c'est une deuxième relation que j'ai setup, les repositories. Donc comme ça, je vais pouvoir dire je veux mes users avec les repositories. Et donc ça va faire 2 requêtes HTTP quand je vais demander ça. Ça va faire une première requête sur les users, récupérer les informations des users qui sont nécessaires et taper ensuite sur la deuxième endpoint qui sont les repos. On le voit ici au niveau de response with path, on demande user / user login / repo. Et c'est grâce à ça qu'on fait le lien avec les deux. Je vous ai parlé de YAML tout à l'heure. J'ai fait du coup un petit fichier de conf YAML dans le dossier config, où il y a des langages de programmation avec un UID. Comme ça, je peux lier mon utilisateur qui a un langage UID avec du coup les langages du fichier de conf. Maintenant, on a tout ça, c'est bien beau, mais il va falloir mettre un peu de glue pour faire tout fonctionner ensemble. On va faire un cas d'usage assez simple. J'ai un user sur GitHub. J'aimerais envoyer juste le username et enregistrer toutes ces informations en local. Donc j'ai mon use case qui est de créer un user et il va taper dans un user repository. Create user n'a aucune idée de qu'est-ce qu'il y a dans le repo, donc il ne sait pas que je fais appel à GitHub via une API HTTP. Il ne sait pas que j'ai des fichiers YAML, il ne sait pas que j'ai une base de données SQL. Et tout ce qui nous intéresse, c'est la partie bleue. Pour commencer, je crée un repository. Personnellement, j'utilise beaucoup Lemonade. Je vais faire un tout petit point vite fait pour ne pas vous perdre. Mais ça va permettre de simplifier le flow. Et j'ai juste à définir mon struct namespace pour dire où est-ce que je vais chercher mes structures. Je vous en reparle juste après des structures. Donc j'ai ma fonction findUserGitHub and save qui est liée à un système de do notation monadique.
Les monades, en deux minutes, c'est quoi? C'est une structure de données qui va encapsuler une autre, donnée. Par exemple, première ligne, j'ai maybe 10, ce maybe 10, je vais pouvoir faire +5 sur sa valeur et si jamais en fait, au lieu de 10, j'avais nul et bah, ça aurait fait aucune action. Donc l'idée, c'est de pouvoir chaîner sans faire de conditions if à chaque fois. On a d'autres cas d'usage. J'ai des traitements sur une monade qui renvoie une autre monade. Je peux binder les monades ensemble. J'ai un success ou un failure. Si jamais je veux multiplier par 2, par exemple, le 10 ou le wrong, on est d'accord que la string x2, ça ne devrait pas trop faire ce qu'on veut. Donc du coup, ça ne fait rien. Et c'est l'objectif des monades. Du coup, pourquoi les monades? C'est pour cette do notation là, pour éviter d'avoir à se trimballer des if un peu partout. Et ici, c'est pour éviter de voir que l'utilisateur, il a été bien trouvé. Donc, on récupère notre utilisateur. Donc, on a notre GitHub user qui est un simple appel en ligne. Une fois qu'on a notre user, qu'est-ce qu'on veut? On veut les repos qui y sont associés pour pouvoir ensuite chercher le langage de programmation qui est le plus présent dans ces repositories. Donc du coup, je rajoute le combine pour dire je veux les repositories avec mes users. Une fois que j'ai tout ça, j'ai toujours mon GitHub user, mais cette fois-ci, j'ai une fonction .repo où je vais pouvoir avoir accès à tous ces repositories. Maintenant que j'ai accès à tous les repositories du user, j'ai une fonction qui est codée qui s'appelle preferred language, on en revient juste après, qui va me permettre de récupérer le nom du langage de programmation préféré de l'utilisateur, ou en tout cas celle avec lequel il contribue le plus. Et language.restrict, c'est pour récupérer du coup ce langage de programmation pour avoir ensuite l'UID. Maintenant, j'ai toutes les informations nécessaires pour créer l'utilisateur. Donc je lance ma commande de création où je dis j'ai un user, je l'enregistre avec mon GitHub name et son language UID. Maintenant, j'ai toutes les informations nécessaires pour l'enregistrer. Je le renvoie. SomeUser, du coup, vu qu'on est dans une fonction qui renvoie une monade, ça dit que tout s'est bien passé et que j'ai renvoyé un utilisateur. Il y en a eu un. Et voilà, du coup, toute la fonction. Donc, pour rappel, on commence, on cherche les utilisateurs, on récupère aussi les repos en même temps. Ensuite, on va récupérer le langage préféré de l'utilisateur et on va l'enregistrer tout ça dans notre user en local dans notre DB. Du coup, je vous ai parlé du preferred language. Elle vient d'où cette fonction? Et en fait, on l'a définie dans une ROM struct. Donc, ça va être ce qui va se rapprocher aussi des modèles, mais là, des fonctions qu'on va définir dans nos modèles pour faire du traitement. Donc là, on a séparé la partie querying de la partie logique. Et preferred language, c'est un simple appel au repo. Et on va dire, je veux récupérer tous les langages de tes repositories. Je veux savoir par langage combien de fois ils ont été appelés chacun. Donc Ruby a été utilisé 6 fois, Crystal 8 fois. Et ensuite, récupérer le max, donc lequel a été appelé le plus de fois. Si jamais ça vous intéresse du coup d'aller un peu plus loin et de tester ROM par vous-même, vous pouvez l'intégrer dans une application Rails sans trop de problèmes. Il suffit d'insérer ces gemmes-là. Donc on a la gemme ROM pour pouvoir faire appel à ROM, bien évidemment. ROM SQL pour pouvoir faire appel à du SQL. Vous pouvez remplacer ROM SQL par ROM HTTP ou n'importe quel autre gemme adapteur de ROM. Mais si vous faites du SQL, il va vous falloir SQL Active Record Connection, SQL PG et Dry Rails. SQL Active Record Connection, c'est pour pouvoir récupérer votre connexion Active Record et la filer à SQL. Parce que sinon, vous allez créer une deuxième connexion à la base de données. Ce n'est pas forcément ce qui est recommandé. C'est mieux d'utiliser la connexion déjà présente. Et SQL PG, c'est la partie SQL. Pourquoi est-ce que je vous parle de SQL ici alors que c'est un talk sur ROM-RB? Eh ben, c'est dans le titre. ROM-RB, c'est un méta-ORM. C'est pas un vrai ORM en fait. C'est un programme qui va permettre de gérer plusieurs ORM. Et quand vous manipulez du coup ROM SQL, vous manipulez en réalité SQL. Dry Rails, lui, va servir d'orchestrateur pour pouvoir faire vivre ROM. Parce que ROM, contrairement à Active Record, n'est pas une variable globale. ROM va falloir gérer son état. Donc du coup, le boot au démarrage de l'application,
et l'éteindre à la fin de l'application. Donc ça, c'est le fichier de conf pour pouvoir faire démarrer tout ça. Donc on va aller require nos gemmes. Donc on a ROM SQL et ROM YAML dans le cas de chez In The Memory. On va start SQL à partir de l'Active Record Connection. On va créer du coup notre configuration ROM. Donc la default et YAML pour notre cas. Ensuite, on lui dit que nos fichiers spécifiques à ROM, ils sont dans le dossier lib infrastructure, ce qui nous permet d'éviter de mélanger les fichiers spécifiques à Rails et les fichiers spécifiques à ROM. On a un dossier et autres. On auto-registre ce dossier-là, c'est-à-dire qu'on va éviter d'avoir besoin de faire register relation à chaque fois. Il va utiliser Zetwerk pour faire de la magie. Et du coup, on a créé une connexion SQL qu'on va enregistrer, une configuration ROM qu'on va enregistrer. Et avec tout ça, on va pouvoir enregistrer notre ROM container dans notre application Rails. C'est ce register-là, ce mot-clé en particulier. Pourquoi est-ce qu'on utilise ça? C'est en complément des initializers, ça va permettre de gérer le start et le stop, parce qu'on n'a pas forcément envie de start tout le temps ROM-RB. Si jamais par exemple on a une reg task, on n'a pas forcément envie de le start. Et il y a des cas où par exemple l'état de la DB ne nous est pas utile. Par exemple dans une migration, on s'en fiche de faire une connexion à la DB, on veut juste envoyer quelques informations, mais on ne veut pas lancer tous nos repositories, toutes nos relations. On ne veut pas checker l'état de la DB. Voilà, des questions? Oui. C'était sur une des premières slides que tu as fait sur l'user. Le schéma que tu fournis, c'est celui de la DB ou c'est celui ce que retourne l'utilisateur? Ça c'est le schéma de la DB. Ok. Et du coup, ça veut dire que si j'appelle un user, il va aller taper sur SQL, HTTP et le fichier de config, C'est c'est ça? ça. On a deux users, on a les users et le GitHub user. Ok, Et quand tu tapes user, ça va aller dans la DB c'était ma SQL. question, ouais, c'est tout. On en a d'autres? Est-ce que il y a du cache qui est prévu dans l'ORM ou c'est quelque chose qu'on doit implémenter nous-mêmes? Typiquement, si on fait une requête HTTP, si on la répète, ça va être assez long. Oui, il y a du cache dans SQL, donc il suffit d'activer le cache SQL. Ok. Merci. D'autres questions? Sur ton exemple à la fin là, d'implémentation dans Rails, est-ce Ouais. que tu tords pas un peu Rails du coup? Et ça serait pas plus simple de refaire d'utiliser, je sais pas, Sinatra ou un autre framework un peu moins conditionné que Rails pour avoir ton implémentation et que ça soit moins tordu entre guillemets? Je trouve pas, il n'y a rien de tordu, c'est juste un fichier de conf. Il y a juste un Ouais, fichier mais de conf, donc c'est après, pas l'habitude d'avoir des fichiers de conf dans Rails, enfin aussi étendus quoi. je sais pas, dans mes initialisers, des fois, ils sont assez longs. J'ai certains initialisers de 100 lignes. Hein. Tu peux utiliser Anami, hein, c'est mieux, Ouais. mais Bon. Est-ce que tu as déjà eu à changer, du coup, une DB derrière tout ça? alors chez Memory, on n'a jamais eu besoin, mais moi, sur des projets perso, j'ai eu besoin, notamment Memcache, Redis par Memcache. Il y avait une feature de Redis qui n'était pas dispo et Memcache l'avait, donc j'ai fait, bon, je me prends pas la tête, je vais sur Memcache et j'ai eu zéro changement à faire sur le reste de l'application. J'aimerais bien mais avoir un vrai. Enfin, peut-être qu'il y en a parmi vous, il y avait des gens qui ont levé la main, qui ont vu le vrai cas, parce que enfin, quand tu as une DB, par exemple, si tu as Postgres derrière et que tu veux passer à SQL Server ou à MongoDB, enfin, ça leak quand même, quoi. Que tu le veuilles ou pas, tu as des fonctions que tu peux pas utiliser en SQL dans l'un, dans l'autre. Ouais, justement, en fait, on a ta couche d'infrastructure, elle est là pour éviter que ça leak. Donc, tu vas pouvoir tordre en fait ta donnée autant que tu le veux jusqu'à arriver Ah, à ce que tu as besoin. ok.
Merci. Est-ce que toujours pas d'autres questions? Sinon, on va passer à Tom, s'il est prêt. Ah, Dorian. Ok. Excuse-moi. Toujours par rapport au changement de base de données, si demain je veux changer de Postgres en MySQL, à quel niveau sont gérées les requêtes SQL et la partie Tout est dans adaptateur? la relation. La relation, elle a la connaissance de l'entrée. Hop, c'était ici. Ta relation a la connaissance du coup de l'entrée, elle sait que elle est une relation SQL. Je vais prendre un exemple un peu plus tordu, c'est si tu passes de SQL à Mongo, tu vas en fait, donc tu as des scopes que tu vas utiliser. L'idée, c'est que tu vas garder exactement la même interface, donc tu vas garder les mêmes scopes. Cependant, tu vas changer l'implémentation de ces scopes. Donc l'idée, c'est que tu vas changer tes relations, 2-3 lignes dans tes repositories et aucune ligne dans ton code métier. C'est ça l'idée. Que j'ai. Moi, j'ai plutôt des contraintes du style, j'ai une appli Rails qui doit fonctionner avec Postgres, et puis pour un client, ça doit fonctionner avec Oracle. Et là, vu que tous les SQL sont tous génériques, on va dire que tant que tu n'utilises pas de fonctionnalité spécifique, il n'y a pas de problème. Après, sinon, tu peux faire du conditionnel. Là, t'as pas trop le choix. Ou alors, tu peux hériter de ROM relation SQL et définir une surcharge pour tes choix spécifiques. Je pense aux arrêts qui sont différents entre Oracle et Postgres. Ok, merci. Dans ce cas-là, juste à quel moment on a la main pour, je sais pas, optimiser une requête ou Dans le repository, tu as toute la main que tu veux et la relation, c'est juste pour scoper, on va dire, ton élément. si jamais je change de type de base, il faut que je réécrive l'optimisation aussi des requêtes Oui, ou... tu aurais écrit toute la partie relation. L'idée, c'est que ça ne leak pas dans ton business. C'est ton business qui change pas du tout. Toute la partie infrastructure est séparée et c'est là où tu vas faire tes optimisations. Si tu as un changement de base de données, c'est là où tu vas aller agir. L'intérêt aussi, c'est que du coup, si demain, tu as recruté un DBA, il ne connaît pas Ruby, mais il sait faire du SQL, il sait l'endroit où il va pouvoir faire des optimisations dans ton code sans forcément les besoins de lire le code métier. On va faire une dernière question. Et après, on passera à Tom. Merci, j'aimerais bien qu'on reste sur cette vue-là. C'est que je viens de remarquer qu'il y a un mot schéma dans cette capture d'écran. Est-ce que c'est le schéma typiquement de Postgres avec tous les attributs? Oui. Si c'est le même schéma, dans quel cas j'aurais besoin de redéfinir les attributs dans un autre endroit, étant donné que j'ai déjà tous les attributs dans l'autre schéma? C'est l'idée de l'infer. En fait, là, je l'ai mis en false histoire qu'on puisse voir tous les champs. Mais en infer true, il va directement query la DB au démarrage de l'application pour savoir les attributs. Dans quel cas j'aurais besoin de faire false? Infer false, tu peux par exemple avoir des cas où tu as des champs qui sont différents en écriture et en lecture. Je vais te donner un exemple. C'est vrai que je ne suis pas allé en détail dessus, mais owner, par exemple, est un type custom. Je ne sais pas si on peut zoomer. Non, on ne peut pas zoomer. Owner est un type custom, c'est un type GitHub Login que j'ai créé qui va aller chercher en fait dans le JSON de sortie. Owner, en fait, c'est un hash, sauf que j'ai pas besoin du hash, j'ai juste besoin du login. Donc du coup, mon type GitHub Login prend en entrée un hash et renvoie en fait le login.